On s'est rencontrés pour un intérêt commun sur la préhistoire. Moi, je me suis occupé, j'ai étudié une grotte préhistoire du néolithique située dans le sud d'Italie, et je me suis occupé particulièrement de la relation entre le signe et l'espace et de la disposition de ces signes dans l'espace même. Alors que Jean, il s'intéressait à une grotte du Paléolithique, celle de Pechmerle, où il a étudié en particulier la relation entre la lumière et les signes mêmes. Voilà, en fait, nous sommes rentrés dans ces trous à l'intérieur de la Terre qui sont un espace extrêmement particulier de silence, d'obscurité, et nous avons expérimenté cet état de noirceur, d'obscurité et de nuit, et la déambulation qu'on pouvait y pratiquer à l'intérieur. Donc dans cette interrogation des origines, nous sommes allés voir des préhistoriens, des psychanalystes, pour parler avec eux de notre expérience de cet infini intérieur. L'art préhistorique est un langage visuel, idéographique et pictographique. C'est une écriture avant l'écriture. Et ça n'a pas été fait pour faire de belles figures sur les roches. Ça a été fait pour transmettre des messages. Et ces messages, il faut pouvoir les lire. Alors nous connaissons la structure de l'art, qui a une grammaire qui est faite de 3 types de signes, qui sont les pictogrammes, donc les images qu'on peut arriver à décrire d'après notre façon de les voir, un homme, un animal ou autre chose, idéogrammes, qui sont des symboles qui se répètent et qui amènent une signification au pictogramme. Et puis les psychogrammes, qui sont des exclamations, l'expression des sentiments ou des désirs. Alors, ces 3 choses ensemble, ils se mélangent de façon différente dans des périodes différentes, et cela fait la grammaire de l'art. Il y a aussi la syntaxe de l'art, c'est les types d'associations entre différentes figures. Ce qui est très important dans l'art préhistorique, c'est la source de notre façon de voir et de penser. C'est donc d'une importance extrême pour comprendre qui sommes-nous. C'est le miroir de la phase formative de l'homme. J'ai pu aller voir les grottes de Porto Badisco, je suis descendue 2 fois. Je trouve qu'un point qui me semble que vous deux, tous les deux relevez, c'est l'importance d'avoir la possibilité de rentrer dans les grottes, de faire ce parcours à l'intérieur des grottes. Parce que, évidemment, il y a une énorme limitation entre parler d'un espace d'une façon abstraite ou pouvoir entrer à l'intérieur de cet espace, avoir l'expérience de cet espace. Ce sont des choses complètement différentes. Et, effectivement, mon expérience est celle de la grotte de Porto Badisco. Donc, dans cet espace, il y a quelque chose d'assez extraordinaire que je pense, toi Ambrogio, tu as très bien souligné dans ta présentation des grottes. Et c'est-à-dire que c'est un espace, autre évidemment, étant donné sa localisation souterraine, mais et surtout aussi la façon dans laquelle il peut être rejoint à l'intérieur de la Terre, comme vous deux vous avez souligné,
Mais il y a aussi le fait que c'est un espace qui implique immédiatement l'envie d'un parcours, d'être parcouru. Et donc, où il y a l'invitation, quelque part, à pouvoir parcourir cet espace. Et effectivement, à fur et à mesure qu'on le parcourt, on découvre des choses et on se rend bien compte que c'est un espace orienté par l'intervention des artistes qui ont opéré à l'intérieur de cet espace. Dans la grotte, quand on rentre dans ces grottes qui sont des grottes ornées, on a une perception qui pourrait être de l'ordre de la topologie, en ce sens que la grotte n'a pas de bord. Et souvent d'ailleurs dans les grottes, il n'y a pas une entrée, c'est qu'on rentre par une faille ou on rentre pas forcément. Voilà. Donc on a l'impression, enfin c'est une impression intuitive, qu'on rentre dans un tore. Donc on aimerait bien avoir ton avis sur ce qu'est un espace topologique et le lien avec l'espace de la grotte. Bon, alors, avant peut-être de répondre directement à ta question, je voudrais commencer à y répondre par un autre biais, qui est en fait l'espace topologique subjectif de celui qui visite la grotte. Parce que notamment dans ce film de Ambrogio, qu'est-ce qu'on voit? On voit le parcours d'Ambrogio dans la grotte. C'est pas un parcours dans une grotte, c'est Ambrogio qui parcourt cette grotte. Donc, c'est-à-dire que à nouveau, il est impossible d'être un opérateur qui regarde un rat dans un labyrinthe. On est le rat dans le labyrinthe. Et là, en plus, dans une grotte, comme tu le notais au départ, qui n'a ni entrée ni sortie, on ne peut qu'être le rat dans le labyrinthe. Sauf à être effectivement dans une position qui, moi, au niveau personnel, me paraît beaucoup moins intéressante, qui est la position du thésard ou du spécialiste. Hein. Et finalement, quand on voit puisque comme tu nous l'indiquais, un certain nombre les photos enfin, ont été prises par des professionnels, donc qui d'une certaine façon faisaient une thèse sur cette grotte. Où là, justement, il y a toujours un oubli de qui est le sujet. À la limite, ils croient, ils s'imaginent que leur sujet, c'est la grotte. Alors que, bien entendu, et c'est là où le travail de Lacan nous a bien aidé, c'est que les seuls sujets là-dedans, ce sont les opérateurs. Et ce qui m'intéresse dans la topologie de cette grotte, c'est le sujet qui s'appelle Ambrogio. Parce que là encore, c'est un parcours subjectif. Voilà. Comme pour le cinéma, la salle... Oui, c'est la grotte qui fait écran. C'est la grotte qui fait cet écran, mais justement, enfin, qui est une espèce d'écran traversable en même temps, puisque si c'est noir, vraiment c'est la lumière qui bloque la paroi. Ah oui, bah oui. Mais le noir, dans le noir, il n'y a pas de paroi. Bah non. Oui, mais on commence par là où on s'était arrêté, parce que l'histoire qui disait tout à l'heure à propos de c'est comme s'ils avaient fait du cinéma. Hein. C'est ça, c'est pour ça que je parlais de la boîte noire, si tu veux. La boîte noire... Et en plus, le terme même de boîte noire est intéressant, puisque on peut dire la boîte noire, effectivement, c'est le théâtre, ou la grotte, enfin, réduite à son schéma minimal. Mais c'est aussi au sens scientifique, la boîte noire, c'est le passage par l'inconnu. C'est-à-dire, il y a un processus, ça passe par une boîte noire, et après ça ressort, le processus continue à transformer. Donc, oui, de la même manière que la chambre noire aussi. Ce qui fait la chambre noire, ouais. Voilà. Donc il y a tout, c'est ça. Donc il y a toujours cette idée et donc d'une certaine manière, peut-être en effet, qu'est-ce qu'on pouvait aller chercher dans des grottes, sinon cette boîte noire au fond. Oui. Hein, quelque chose au-delà de l'homme, une cosmogonie, mais ça on n'en sait strictement rien à mon avis. Mais de toute façon, ce que ça m'a évoqué, c'est sûrement la tentative de gérer
l'intérieur et l'extérieur des sujets de cette époque, c'est-à-dire précisément de passer de l'hallucination au fantasme. C'est ça que ça m'a évoqué, c'est-à-dire que avec l'organisation des dessins et ce que tu en as pu en montrer, parce que je ne l'aurais jamais vu si tu n'avais pas dessiné toutes les flèches, etc., c'est que ça devait représenter pour eux, je dirais, une écriture, avec des guillemets, une tentative d'inscrire, plutôt qu'une écriture, ça c'est, voilà, soyons prudents, d'inscrire quelque chose d'une distinction déjà, ou peut-être entre la pure hallucination des enfants, hein, qui hallucinent, on a tous vécu ça quelque part, hein, et on sait bien que en tant que psychanalyste, il faut pas renier Freud, c'est-à-dire qu'il y a une part des sociétés primitives, etc., qui gardent quelque chose de notre enfance à nous, à l'enfance de l'enfance d'humanité, correspond aussi à un point infantile de chaque individu actuel. Et je pense que ces figures, l'organisation des figures est une tentative de distinguer l'interne et l'externe et le fantasme de l'hallucination. Donc c'est à propos de la pulsion de Romic, si vous pouviez, comment dire, un peu définir en quelques mots votre intuition par rapport à ce... Ben, mon intuition, elle est comme toutes les hypothèses, difficile à prouver, mais enfin, elle part de l'idée que l'enfant, quand il se dresse, quand il a fait ses premiers pas, je dirais son premier pas, enfin, il y a quelque chose qui s'organise, peut-être en même temps que la maturation de la vue. Il est 10 ou 20 cm au-dessus, et il aperçoit autre chose que ce qu'il voyait quand il était à quatre pattes au pied de sa mère. Et je crois qu'il subit une émotion très forte, qu'il pousse, c'est une pulsion, hein, qu'il pousse à s'en aller, à échapper, et à échapper tout droit. Ce qui lui fait, en somme, tout à fait écarter de son champ la présence même de sa mère, et la conscience même de cela. Il est vraiment propulsé, hein, et propulsé en ligne droite. Cette ligne droite sera certainement l'axe de symétrie auquel la constitution même du sujet aura affaire, soit pour trouver des exceptions à la symétrie qui sont essentielles évidemment. Alors voilà, il s'en va et on le rattrape. Alors on le rattrape et puis il repart et on le rattrape. Et il s'en souviendra pas. J'ai quelques personnes qui se souviennent de quelque chose comme ça. Et c'est donc une transgression, et je pense que c'est la vraie naissance de l'homme serait cette transgression. Mais si je suis d'accord avec Jean Girard pour dire quand même que ça pourrait être traité comme une pulsion, c'est parce que ça passe nécessairement par ce que Lacan appelle le grand autre. Et il n'y a pas de pulsion humaine, il y a des pulsions humaines, il n'y a pas de pulsion qui ne passe pas nécessairement par le grand autre. Ce que Lacan appelle le grand autre, c'est-à-dire ce lieu-là, hein, ce lieu de l'autre. Alors évidemment, le plus simple, c'est la pulsion orale qui passe au départ par le sang, dont tout le travail va consister pour le nourrisson à arriver à faire avec le fait que le sein ne lui appartient pas, mais appartient à un lieu autre. Donc on est déjà en topologie. La pulsion se construit topologiquement, par la logique des lieux. Alors, si la pulsion de Romic peut être une pulsion quand même, c'est parce que ça passe nécessairement par l'autre. Quels sont les liens, pour vous, entre un espace topologique et l'espace de la grotte? C'est-à-dire qu'une grotte, c'est quelque chose qui revient
d'une manière infiniment fréquente dans les rêves. Et qu'est-ce qu'une grotte d'une manière générale dans les rêves? Il n'y a pas 36 000 explications, c'est l'intérieur du ventre de la mer. Si ça revient tout le temps comme ça, on peut raisonnablement penser que les premiers hommes qui ont découvert comme ça des trous dans la montagne y ont confusément pensé. Et s'ils sont venus déposer là des choses, c'est que ça devait leur évoquer ce qui déjà était évoqué dans les rêves. Ou alors c'est la découverte des grottes qui a amené qu'ils se mettent à rêver de ça, mais en lui conférant une autre signification, celle du ventre de la mer. Alors ce qui est intéressant, c'est par rapport à un travail que j'ai fait juste à côté de la grotte de Pechmerle, c'est que j'ai écrit dans la plaine de près du Lot le mot mémoire, en montrant, donc comme quoi l'inconscient fonctionne, que mémoire, c'est moi au sein de mer. Oui, tout à fait. Mais par rapport à la terre-mer et au trou de mémoire. Oui, oui. Le trou de mer, c'est moi. Justement, je ne m'en rappelais pas, merci de me le rappeler. J'avais là-dessus un trou de mémoire, mais moi, mes rêves me le rappellent en permanence. Oui. Et c'est là, effectivement, que s'inscrit la première mémoire pour tout être humain. Ça ne veut pas dire que nous avons une mémoire de quand nous étions fœtus, hein. C'est pas ça, non. Mais les petits-enfants, par contre, dans la relation particulière qu'ils ont avec leur maman, qui est la relation la plus privilégiée, et s'interrogeant sur d'où ils viennent, ben la réponse qui leur est faite tout le temps, c'est « tu viens du ventre de maman ». Oui. Et donc, ils se mettent à imaginer à partir de là, il y a toute une efflorescence pas possible. Et c'est ça qui revient dans les rêves. Pas la vraie mémoire de cet endroit, mais l'idée qu'on se fait de là où on a été conçu, de là d'où on vient. Oui.